Bonsoir mes amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie mes très chers amis. Alors, on va aujourd'hui parler de Louis Ferdinand Céline, le méchant révisionniste, le méchant antisémite, mais pourtant qui était, ma foi, l'un des plus grands écrivains français. Vous savez, Louis Ferdinand Céline a brusqué la littérature française. Louis Ferdinand Céline a vraiment mis le niveau très très haut. Et ma foi, écoutez un peu ce que disait à l'époque la critique sur Louis Ferdinand Céline. Une invention de Céline, dans Bagatelle pour un massacre d'ailleurs, donc à l'auteur même de son pamphlet antisémite, de son premier pamphlet antisémite. Il comprend très vite que la mort va se déguiser derrière la propagande. Toutes les formes de propagande. Propagande sociale, propagande bourgeoise, propagande fasciste, il le dit ça. Propagande culturelle, propagande littéraire, les cocktails, les salons, les prix littéraires, etc. Propagande soviétique, évidemment, il va faire un voyage en URSS, il va revenir complètement désabusé, avec un pamphlet d'ailleurs, un texte génial qui s'appelle Mea culpa, qui est 1000 fois au-dessus du voyage en URSS de Gide. Et où, immédiatement, il va se mettre à dos toute la gauche française qu'il avait conquise grâce à un voyage au bout de la nuit auparavant. Donc, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a qui est comme un prophète biblique. Moi, je l'ai comparé à un prophète biblique, à Ézéchiel, on pourrait dire. Pourquoi Ézéchiel? Parce que Ézéchiel est ce prophète qui, dans la Bible, mange de tartines de merde. Se nourrit de tartines de merde, ce qui faisait ricaner Voltaire, mais il y a un rapport avec l'excrémentalité du monde, qui est aussi celle de Céline. Il considère qu'un écrivain, il dit c'est dégueulasse, un type qui est assis comme ça, il ne veut jamais se faire prendre en photo en train d'écrire, il dit c'est comme être sur son trône, c'est-à-dire qu'il a une conception de l'écriture comme une sorte de défécation acide qui va radiographier le mensonge. Il est passionné par cette idée que tout est mensonger, et plus tard, à la fin de sa vie, donc dans les années 60, il va très vite comprendre que la propagande politique d'avant-guerre, elle est devenue autre chose, elle a transmuté, c'est pour ça que son antisémitisme se délite, si vous voulez. Il comprend que c'est anachronique. Il va s'en prendre, par exemple, à la publicité. Tout à la fin de sa vie, donc il meurt en 61, donc entre les années 50 et 60, il va s'en prendre à la publicité. Il comprend que c'est la publicité qui mène le monde. Et que ce qui est plus important, ce n'est pas l'objet de la publicité, mais le discours publicitaire. Donc ça en fait véritablement un précurseur de Debord. Guy Debord, mes amis. Eh oui. Donc Guy Debord s'est bien inspiré quelque part de Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline qui lui-même avait déjà compris, ma foi, le game, la publicité et tout ce qui va avec. Et ma foi, tout ça sert au grand capital. C'est pour ça que Louis Ferdinand Céline a fini seul dans une maison, seul comme un pauvre monsieur. Suite. Il envisage, bon, il va mourir assez tôt, en 61, mais il envisage déjà le surgissement de la société du spectacle, avec beaucoup de lucidité. Il revient à Meudon après l'exil que l'on connaît, au Danemark, en 51, et alors, il devient évidemment un sujet de curiosité intense, les photographes, les intervieweurs viennent le voir, les télévisions, et il est confronté à la technique, à ce que lui appellera la frigidité de la technique. En particulier dans son pamphlet hilarant qui s'appelle Entretien avec le professeur Y. Et il comprend d'une part que ce sont de nouveau des machines frigides, c'est lui qui le dit, à blabla. La radio, le magnétophone, la télévision, il n'y a pas encore de magnétoscope à l'époque. Enfin, ce sont pour lui des machines à blabla, c'est-à-dire c'est des machines qui servent la propagande du monde. Et la radio, il écoute beaucoup la radio, il parle du salon de l'auto, il parle de la machine à laver, etc. Donc vous voyez, il est très au fait de choses qui sont devenues notre quotidien, mais dont lui perçoit la portée idéologique que l'on peut aujourd'hui voir en étudiant n'importe quelle publicité contemporaine. On peut voir l'immense portée idéologique d'une publicité pour une paire de baskets ou pour une bouteille de soda. Lui, il le voit très vite et très tôt. C'est un des premiers à comprendre ça pour la publicité de son temps, la réclame. Pourquoi Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre qui fait éruption comme ça dans l'histoire littéraire et qui impressionne absolument tout le monde. En partie parce que Céline
dévoile pas seulement l'écœurement qu'il a eu de participer à la Première Guerre mondiale, mais il trace un tableau du devenir planétaire des humains de son époque, donc la première moitié du XXe siècle, où il perçoit une sorte de cohérence de l'horreur, cohérence du mal. C'est un livre sur le mal, Voyage au bout de la nuit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et où tout est cohérent pour lui entre des univers qu'on avait l'habitude de dissocier, que ce soit l'Afrique, l'Afrique de l'Empire colonial, que ce soit la Première Guerre mondiale, évidemment, les tranchées, l'Afrique, New York, donc le capitalisme américain, la pauvreté, le vice, le monde du prolétariat, le monde du crime, etc. Donc le monde de la petite mafia. Il comprend que toute la planète est en train de basculer dans un immense charnier. C'est pour ça qu'à le grand remplacement, mes amis, Louis Ferdinand Céline avait lui aussi déjà entrevu ou entreperçu avec son voyage aux États-Unis le grand remplacement, mes amis. Après le voyage au bout de la nuit, il écrira Mort à crédit, et que ce qui règne sur le monde, c'est à la fois le mal et la mort. Alors c'est une révélation qu'il a dans les tranchées, mais il va comprendre que la manière dont le globe, la planète, parce que c'est vraiment un roman planétaire, Voyage au bout de la nuit, s'organise, se recompose, se reconfigure après cette déflagration, première déflagration mondiale, c'est inédit dans l'histoire des hommes, une guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il comprend que ça se reconfigure d'une manière infiniment mensongère. C'est pour ça que Voyage au bout de la nuit est écrit déjà dans une petite musique célinienne, mais qui n'est rien à côté de ce qu'on va connaître après, mais qui est déjà une innovation absolue. Parce que c'est aussi une question de langue, une question de langage. Je dois préciser que je suis juif. Je suis le petit-fils d'émigrés juifs de Pologne qui sont venus avant-guerre en France. Mes ancêtres étaient des chassidim, des gens très pieux, et j'aime infiniment ma religion, j'aime son livre, la Bible, j'aime sa langue, l'hébreu, j'aime ses rituels, j'aime ses coutumes, j'aime sa pensée, et j'aime sa mystique. Et je suis écrivain. Et donc, m'intéressant à mon art, je me suis adonné à la littérature à la fin du XXe siècle, puisque je suis né en 1903, j'ai décidé d'étudier mes précurseurs. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les précurseurs en langue française, il y en a principalement deux, si vous voulez, il y a deux sommets, l'Everest et l'Himalaya, c'est Proust et Céline, qui me passionnent. Bien sûr. J'ai consacré à Et chacun. pas LVHA. Dans le cas de Proust, bon, les choses vont de soi, si j'ose dire, mais dans le cas de Céline, il y a un petit hic, quand on est la personne que je viens de vous décrire, c'est que Céline est évidemment entrée aussi dans l'histoire de la littérature et l'histoire culturelle comme étant un antisémite hyperbolique. J'ai voulu comprendre ça. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait son antisémitisme. Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu de son génie. J'ai adoré cet écrivain dès que j'ai commencé de le lire. En revanche, je n'ai pas lu tout de suite ses pamphlets antisémites. Ils n'étaient pas facilement disponibles sur le marché, et je ne voulais pas aller les acheter dans une librairie fasciste et donner 400 francs, à l'époque c'était en francs, à un antisémite ou un fasciste. Donc, voilà, je me suis débrouillé pour les avoir en photocopie, et je les ai découverts à un certain moment, et je me suis aperçu, alors d'abord, je dois dire, oui, qu'avant de lire les pamphlets antisémites de Céline, j'avais une méthode de lecture et d'étude de ces écrivains que j'aimais, Proust et Céline, qui est fortement influencée par la manière juive de manipuler les textes. Une lecture profondément talmudique, c'est-à-dire qu'on considère, c'est une des lois de la pensée juive, que c'est la lettre qui doit juger la lettre. Et qu'on peut interpréter un écrivain digne de ce nom, un romancier dont on peut parler sans rire, comme disait Nabokov, que à la lumière et à l'aune de ses propres textes. Dans le cas de Céline, ça implique tout simplement que lui-même, après être passé par une période de furie, et de fièvre obsidionale et paranoïaque grandiose et terrifiante, antisémite, a compris ce qui lui était arrivé. Il a compris pourquoi il avait eu besoin de se mettre lui-même, presque volontairement, quasi volontairement, en transe. D'une certaine manière pour se guérir de ce qu'il y avait encore en lui de résidus de crédulité et de croyance en la propagande. Il y a chez Céline,
comme chez beaucoup d'antisémites, un fonctionnement inversif, c'est-à-dire une relation en miroir aux juifs, assez typiquement paranoïaque, donc une inversion de toute la vérité du judaïsme, que ces gens-là ne connaissent pas, les antisémites ne savent rien sur le judaïsme ni sur les juifs, ils ont un fantasme de ce qu'est le juif, et cette inversion dégénère très vite, ça c'est vrai de tout antisémitisme, en aversion, en haine. Voilà. Ça va avoir lieu chez Céline, de manière tout à fait classique. Ce qu'il y a de tout à fait inouï et singulier chez Céline, c'est qu'il va dévoiler le poteau rose dans ses pamphlets antisémites. Il va mettre à nu le délire absolu de fureur qu'est l'antisémitisme. Ça va beaucoup déplaire aux antisémites officiels, à savoir quasiment tous les autres écrivains de son temps. Tout le monde est antisémite, tous les contemporains de Céline, il faut le savoir, sont antisémites en même temps que lui. Mais ma question, mes amis, ma question, c'est que ce soit, ma foi, Louis Ferdinand Céline, que ce soit d'autres écrivains aussi qui ont remis en question leur antisémitisme, qui ont remis, ma foi, en question cette communauté qui se pense toute puissante. Et oui, mes amis, et on ne peut pas dire que Louis Ferdinand Céline était quelqu'un de matrixé, était quelqu'un de dingue, c'était pas un fou, c'était un penseur, c'était quelqu'un qui réfléchissait, donc qui était complètement d'accord avec les choses qui sont, ma foi, factuelles. Je pense qu'un penseur, oui, il pense, donc il se projette. Donc, forcément, Louis Ferdinand Céline avait très bien compris l'histoire des kibbutz, d'Israël et de Hitler et de la guerre. Ma foi, je ne peux pas en dire plus, car je ne veux pas être taxé, n'est-ce pas, de soraliens, ou bien de ceux que la bien-pensante n'aime pas trop. Oui, en effet, nous sommes bien à Tel Aviv-sur-Seine, mes amis. Mais bon, là n'est pas le souci. Mon souci est, voilà comment Ferdinand Céline a vécu, comment il a fini comme un pauvre malheureux, vraiment. Alors, était-il vraiment pas du tout attaché, si vous voulez, au matériel? Ou est-ce que la maison d'édition, les maisons d'édition qui appartenaient, ma foi, à la communauté qui se pense puissante, comme beaucoup de maisons d'édition, est-ce qu'ils ne l'ont pas coulé, mes amis? Parce que ça, moi personnellement, j'en sais rien, vous non plus. Mais comment a-t-il pu se retrouver dans une galère, dans une misère, la misérance la plus totale? C'est quand même des questions à se poser sur le 2.0. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul des artistes qui ont fait confiance en leurs producteurs, en leur maison d'édition, en leur maison de production, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sur la paille, mes amis. Eh oui, c'est vrai. Et concernant Louis Ferdinand Céline, vraiment, quelqu'un qui a écrit, c'est pas un livre, Voyage au bout de la nuit, et un livre parmi tant d'autres, qui a écrit beaucoup de livres, pour ne pas vous dire de bêtises, mais beaucoup de livres, et qui ont tous cartonné. Le mec était millionnaire, mais il est mort dans la misère. C'est quand même des questions qu'il faut se poser. De plus, je crois qu'il n'avait pas d'enfant. Alors, à qui va revenir sa fortune, si vous voulez? C'est quand même des questions qu'il faut se poser. La mort de Louis Ferdinand Céline, son argent, où est passé son argent? Qu'a-t-il fait de son argent? Mais apparemment, il ne faisait rien. Il ne voyageait pas, et il n'avait pas spécialement de délire particulier. Il était dans sa maison, à Meudon, certes, un endroit plutôt classe, chicos, mais sa maison, c'était pas la villa des secrets, si vous voulez. Alors, vous voyez, des petits questionnements comme ça, parfois, sur certains artistes qui disparaissent, qu'ils ont signé chez un label ou chez un producteur ou dans une maison de disques, qui disparaissent, qui n'ont pas de famille. Mais où va l'argent?
Voilà. C'est pour rebondir sur, et là c'est juste pour terminer cette vidéo, comme on parle d'antisémitisme, pour rebondir sur l'argent que les pays donnent à la communauté qui se pense plus puissante à cause des dommages et intérêts. Cet argent, où va-t-elle? Eh bien cet argent sert à construire le grand Israël. Mais oui mes amis. Donc vous voyez que c'est le chien qui se mord la queue. C'est le chien qui se mord la queue. Et pour clôturer cette vidéo aussi, qui est très très importante, vous savez, en ce moment au Canada, il y a des gilets jaunes au Canada. Mais les gilets jaunes du Canada sont très 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 racistes. C'est un parti raciste. Et en ce moment, au Québec, d'ailleurs, c'est des nouvelles fraîches que je vous donne. Au Québec, il y a un ministre, comme un ministre, le président de la région du Québec, il veut remettre en question la loi sur les signes extérieurs religieux. Et il veut que le voile, ça soit interdit. Et bien l'autre, qui est plutôt francophonie, bon, qui est plutôt, non, excusez-moi, plutôt américain, qui lui est totalement contre cette idée. D'ailleurs, j'ai préparé cette vidéo, donc je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, mais vous allez voir que les choses sont en train de bouger sur la planète. C'était votre philosophe sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao.